avec Century of Love, qui est un drama taille de 10 épisodes d'environ 55 minutes chacun. Et fou, dès le début, c'est un peu le bordel. En gros, San, c'est un marchand. On est dans les années quoi déjà 1800, je crois. Oh, je sais plus. Non, 1800, j'ai rien dosé, je crois. Je suis allée trop loin. Bon, c'est un truc un peu en bail. Il y a quand même un certain temps. Mais non, mais vous allez comprendre plus tard. Vous allez comprendre plus tard. Qui tombe amoureux d'une femme. Et en fait, lui, c'est un fils d'émigrés chinois ou un truc comme ça, un marchand. Enfin bon, bref. Et il est pas dans les petits papiers de la guilde des marchands du coin. Il se fait sauver par une riche bourgeoise. Une riche bourgeoise, carrément le pléonasme. On a vraiment rien dosé sur ça. Il se fait sauver par une petite meuf, quoi, qui se trouve être une héritière qui a des thunes. Il développe une romance, sauf que bon, ben, la famille n'est pas du tout d'accord, parce qu'en fait, ils essayent de la marier avec un autre gars riche. Évidemment, hein, les riches, ils font ça entre eux. Et ils essayent de s'enfuir ensemble. Ils se font rattraper par le fameux prétendant qui est réellement amoureux d'elle, apparemment. Je suis en mode, ah bon? Et ça part en baston entre les deux gars. Finalement, le méchant, on va l'appeler comme ça parce que flemme, j'ai même plus son nom. Le méchant, il chope son arme. Donc on est quand même à une époque où il y a des flingues, tu captes? Et il va pour tirer sur San. Sauf que Sago, elle s'interpose. Elle prend la balle et elle décède. Hein. Littéralement, elle décède. Et toi, t'es en mode, ok, hein, il s'est passé 20 minutes et sa meuf, elle est déjà morte. Genre, ça promet. Hein. Et il va dans un temple en mode, s'il vous plaît, sauvez-la, sauvez-la, sauvez-la. Et en fait, comment appeler ça, l'homme de foi du temple lui dit, non mais désolé, mais là, elle est froide hein, déjà. Là, on peut plus rien faire. Il dit, mais ne t'inquiète pas, en gros, c'est ton âme sœur, et donc vous allez être réunis par le destin, elle va avoir une réincarnation. Et là, tu te dis, ok, pas de souci. Il lui dit, je vais te donner une mixture. Non, mais suivez bien. Je vais te donner une mixture concoctée à partir d'un extrait d'une pierre magique qui appartient à la divinité du temple. Non, mais faut se poser les bases. Cette mixture, tu vas l'ingurgiter et elle va faire en sorte que tu deviennes, on va dire, pour faire simple, plus ou moins immortel. Dans le sens où il ne va plus vieillir et il va plus être en capacité d'être blessé. C'est-à-dire que, bon, bah, toi, tu chopes le rhume, tu te coupes le doigt sur une feuille de papier. Bon, bah, lui, non. Ou alors, ça va lui arriver, mais ça va se résorber direct. Le contre-coup de ça, c'est que tout ce qui peut lui arriver et qui va guérir automatiquement, toutes ces plaies-là, entre guillemets, vont s'ouvrir tous les soirs de son existence. Donc, en fait, il va souffrir le martyre toutes les nuits, hein, pour poser le ton. L'objectif étant qu'il retrouve la réincarnation de son âme sœur pour être avec. Et là, t'es en mode, oh, mais c'est quand même un peu bordélique. Non, mais là, accrochez-vous, parce qu'il manque encore un peu du contexte bordel. C'est que, avec cette moitié de pierre de la divinité, on a fait la décoction pour le ref. Mais l'autre moitié doit être conservée à l'abri, etc., etc., pour que, quand il retrouve la réincarnation de son âme sœur, ce soit elle qui lui donne la pierre pour annuler les effets de la mixture, auquel cas, au bout de 100 ans, il va mourir. Il va littéralement se désintégrer, hein, c'est Kanon, hein, il va se désintégrer et il disparaîtra à tout jamais. Donc il a même pas de chance de réincarnation, c'est genre au revoir. Au revoir, et c'est un au revoir définitif, c'est comme ça, au revoir. Donc, bon, bah, le gars prend le risque, hein, en mode, je dois retrouver mon âme sœur, je dois retrouver mon amour. Et donc, il vit à travers les âges, à travers les époques. Il fait des rencontres, et tout, à la recherche de la réincarnation de son âme sœur. Jusqu'au moment où il a une petite famille et tout. D'ailleurs, on n'a pas d'explication de comment il a une famille, parce qu'en gros, on te dit qu'il est jamais
aller avec personne d'autre que sa meuf décédée. Enfin, quand elle était encore en vie, t'as saisi, parce qu'on n'est pas dans des bails chelous là. Non, il a jamais trouvé d'autres meufs. Donc je me dis, ok, mais comment du coup il peut avoir de la famille, genre la petite meuf, il l'appelle, c'est sa petite fille. Après je me dis, ok, c'est sa petite fille, parce que c'est la petite fille de... Non, c'est un bordel. En fait, le gars a pas de famille, à part trois personnes, mais tu sais pas comment ça peut être sa famille. Mais bon, on s'en fout. Grâce à l'aide de sa famille et de l'héritier du temple, parce qu'il a vu plusieurs générations du coup de cette famille d'hommes de foi, de ce fameux temple, de cette divinité, parce que bon, bah, le mec, on rappelle, a dépassé les 100 piges littéralement, grâce à cet homme cet héritier d'homme de foi qui fait des calculs en mode oui c'est bon, ton âme sœur tu vas la rencontrer genre lundi matin à 17h07 dans la rue à tel endroit nanana, ils y vont tous et il y a quelqu'un qui était sur une échelle qui lui tombe dans les bras et en fait c'est un petit gars du nom de Vie et qui est en mode ah merci beaucoup tu m'as sauvé etc. Il fait bah de rien, il le pose par terre et parce qu'il est là en mode elle est où mon âme sœur, elle est où ma meuf tu vois. Sauf que le gars du temple, il est... Ah non, 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 mais en fait, c'est lui. Et là, il est en mode, pardon. Non, mais prank, en fait. Mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Genre, mon âme sœur, c'est une meuf. Ah non, 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 mais les calculs sont formels. C'est lui. Il a l'âme de ton âme sœur. Genre, il est la réincarnation de ton âme sœur. En mode, frérot, personne t'a dit que ton âme sœur, elle allait se réincarner en meuf aussi, hein. Avec la même tête et tout, hein. Non plus. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas marqué sur le contrat au début quand il a quand il a bu la décoction là, parce qu'il y avait pas de contrat. Et oui, il a pas pu lire entre les lignes et toute petite astérisque qui disait frère, peut-être ton âme sœur va se réincarner, ce sera un chameau. Et t'en sais rien en fait. Bon, on va dire qu'ils ont pas pris cette route. Ils ont juste décidé d'en faire un gars. Et de là les problèmes parce que lui il est clairement dans le déni en mode ben je refuse. Et toi tu te poses devant ton épisode et t'es mon ref. Franchement, ta mascarade dans ta tête, là. Parce que, littéralement, tu mets ta vie en jeu. Tous les soirs, tu cries et tu hurles, tu souffres le martyre à cause de ton corps qui se déchire, de la mixture que t'as bu pour être immortel, quasi immortel, pour retrouver ton âme sœur. Et tu vas nous faire un foin parce que c'est un mec, genre, please be serious. En plus, personne t'a demandé de te mettre tarif, hein. On peut juste, genre, être âme sœur platonique et genre, c'est le bestie et on s'entend trop bien et tout. Tu vois, genre, on n'est pas obligé d'avoir des sentiments romantiques et des attirants sexuels. Non, non, mon ref, il est là. Je suis un vieil homme de la vieille école. J'étais, Asie. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que toi, t'as le temps bientôt que tu vas canner en plus? Parce on approche de la deadline du moment où son âme sœur doit lui donner la pierre à manger ou à avaler, je sais plus pour que ça annule les effets et qu'il puisse en fait rester en vie sans se désintégrer. Donc, est-ce que t'as le temps vraiment de te prendre la tête là-dessus? Apparemment oui. Apparemment oui. Mais au-delà de ça, bon là c'était le quart d'heure un peu coup de gueule, mais le drama il est trop chouette parce que bon bien évidemment vous vous le doutez, il va changer d'avis et il va se dire je m'en fous, ça reste mon âme sœur et peu importe sa forme, c'est la personne avec que j'ai besoin d'avoir dans ma vie, quoi. Et ils sont trop mimes, parce qu'en fait, Vie, lui, il sait pas. Lui, il est plus ou moins vite fait au courant des trucs, mais il a pas toutes les explications, donc il est un peu paumé, et en même temps, il voudrait sauver sa grand-mère qui est malade, alors il se dit, tiens, si je peux mettre la main sur la pierre, ça peut être pas mal. Donc en fait, il y a des miscommunications de fou plus un cousin complètement zinzin qui veut lui aussi mettre la main sur la pierre pour son boss qui est malade et qui voudrait devenir immortel. Genre en mode, non mais c'est pas immortel pour de toujours en fait, c'est pas pour de vrai. Genre il y a une contrepartie, tu vois, il y a un revers de médaille. Mais bon, les mecs ils s'en foutent, hein. Apparemment, vivre 100 ans de plus, c'est mieux. Donc bon. Et le drama il est bien parce que, déjà parce que j'adore les acteurs, voilà, mes puces. Daou Offroad, c'est trop mes chouchouilles, je les aime trop. Et parce que c'est trop bien interprété, tu y crois vraiment, et que malgré les problèmes et ce côté fantastique, j'étais en mode, mais ça sort d'où encore cette histoire de pierre là? Et ben ça passe crème. À aucun moment tu te dis que tu vas remettre en question cette histoire de on consomme une mixture à partir d'une pierre. Non, t'es là, t'y crois. Et
Et j'ai vraiment kiffé. Chaque épisode, j'étais là accrochée en mode vas-y mon gars, il va se passer quoi et tout. Est-ce qu'il va finir par accepter? Est-ce que Vi va le poignarder dans le dos en lui volant la pierre, le condamnant à rester immortel et à se dissoudre dans l'air quand il aura fini sa vie? Tu veux savoir, tu vois. Et quand ils sont ensemble, ils sont trop mimes. La famille de San est aussi, mais beaucoup trop adorable, drôle et touchante. Donc, non, ça vaut le coup. Franchement, Century of Love, ça vaut le coup de fou. Et oui, et oui, et oui, we are back avec Wendy Goodday. Genre, il y a déjà une vidéo littéralement sur la chaîne qui parle de ça en long, en large, en travers. Je vais pas m'attarder là-dessus 3/4 d'heure. Pour ceux qui n'ont pas vu Wendy Goodday, déjà, comment ça? Comment ça? Après, vous avez le droit d'avoir des goûts, hein, vous avez le droit d'avoir tort dans la vie, c'est pas grave. Je fais un bref recap. C'est un drama thaï de 12 épisodes qui font environ 45 minutes. Et c'est une romance qui part avec ce fameux trope de fake boyfriends qui finalement vont avoir des sentiments les uns pour les autres. Les uns pour les autres, on dirait ils sont 12. Non, l'un pour l'autre. C'est une romance qui se passe, qui se déroule, qui naît entre un athlète qui est un boxeur professionnel du nom de Yoriak, ma puce, et un médecin slash ostéo slash what's his job, Wendy. Wendy est en crush sur un autre mec de son hôpital. Il s'est pris une grosse veste. il croise Yoriak devant une supérette le soir. Il est beurré et il est là en mode ça va être mon gars sûr et je vais l'utiliser pour faire mon fake boyfriend. Pour montrer à l'autre que même que je me suis pris une veste, je m'en fous. Littéralement, c'est ça le postulat de départ. Yoriak accepte parce qu'il est en mode ok, miskin, mais lui il a un crush sur une meuf de sa fac et tout, parce que du coup il est aussi en université en même temps qu'être athlète pro, that's a thing, et vraiment c'est des amours, il y a de la communication, il y a beaucoup de tendresse, c'est extra wholesome, extra cute, vraiment on en redemande, genre le fake dating into real dating, oui, ça c'est la good food, j'en mange tous les matins au petit déjeuner. Donc vraiment, Wendy Goodday mérite d'être dans ce line-up des meilleurs 2024. Vraiment, mes amours. Ocean's Love Returns, drama japonais de 9 épisodes d'environ 45 minutes. Et c'est une perle, c'est un bijou, c'est la saison 3 de Ocean's Love qui reprend les aventures de Maki, Haruta et le chef Kurosawa après la saison 1. Et le film, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, ça va pas du tout vous parler, mais tellement banger. Vraiment, c'est un drama que j'ai toujours rechigné un peu à regarder en mode ça a l'air un peu genre bébé éclaté. Genre, je suis pas sûre. Ah là là. Mais quelle erreur. Et je suis très contente de l'avoir corrigée celle-ci aussi parce que vraiment, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie dans le sens pur du terme. Dans le sens où c'est juste dingue du début à la fin. Tu te dis mais quoi ? Là, ça vaut pour la saison 1, mais ça vaut pour la saison 2, et ça vaut pour la saison 3. Tu te dis, mais qui a écrit ça ? Qui a validé ça ? Vous êtes des génies, en fait. C'est un bijou. C'est toujours aussi bordélique, c'est toujours aussi drôle. C'est une dose de bonheur, genre c'est que des barres. Il y a du sérieux, bien évidemment, on aborde des choses adultes, entre guillemets, parce qu'on est quand même sur des gars qui ont 40 piges ou plus. Donc il y a des thématiques sérieuses, mais ça garde toujours un certain ton de l'humour pour les aborder. Et Ocean's Love, c'est une institution. Genre vraiment, faut tout arrêter, il faut aller regarder Ocean's Love. En vrai, c'est le genre de truc où tu détestes ou tu adores. Tu peux pas genre juste être c'est pas mal. C'est soit t'accroches parce que le concept, il est grave ta vibe, et c'est le cas pour moi. Quand plus c'est bordel et plus c'est wholesome, je sais pas comment expliquer. Il y a pas, ça fait sens. C'est l'humour japonais pur et on adore. Et donc bien évidemment, avec Ocean's Love, une fois n'est pas coutume, on repart dans des malentendus, des situations mais rocambolesques, vraiment avec des protagonistes, toujours aussi éclatés au sang. Mais qu'est-ce qu'on les aime, c'est comme ça qu'on les aime. Et du coup, qui naviguent ensemble dans l'océan de la vie, qui font face à de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouveaux enjeux. Parce que suite, c'est ça le plot de la saison 3, suite donc à la saison 1 et on filme,
Maki et Haruta vivent ensemble, ils sont ensemble, etc. Sur ça, on est bon. On revient pas là-dessus. Et les deux sont un peu torpillés par leur boulot respectif et ils passent un peu moins de temps ensemble qu'avant. Et surtout, c'est le bordel à la maison parce qu'on se sait, Maki, il fait tout à l'ancienne et Haruta ne fait rien à l'ancienne. Ça, on n'a pas besoin de le rappeler non plus, c'est établi. Jusqu'au moment où, en fait, Maki sonne la tirette d'alarme en mode « sonne la tirette d'alarme ?» Non, tire la sonnette d'alarme. Et dit « écoute mon bro, je t'aime, j'aime vivre avec toi, mais genre là, je suis fatiguée, il faut vraiment faire quelque chose. Genre, I'm close to burning out. C'est trop. » Et Haruta, il est un peu... He's doing Haruta, genre... il est là, mais moi, c'est pas que je veux pas t'aider, mais je suis nulle dans la vie, tu vois. Et là, un cadeau du ciel, vraiment tel un ange descendu des cieux. Qui c'est qui débaroule dans leur life? Le chef Kurosawa, qui du coup ne travaille plus dans l'entreprise de Haruta, qui n'est donc officiellement plus son chef, et qui est en réalité un employé dans une entreprise de ménage à domicile. Et là, tu te dis, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est le destin, c'est abusé. Et ils se tombent l'un sur l'autre. Et alors, Haruta adore son chef. Hein, les événements de la saison 1, on s'en rappelle, mais c'est son bébou, c'est son chef, c'est son papa un peu. Donc il est là en mode ma puce, comment ça va? Vous faites quoi dans la vie et tout? Et le chef lui dit voilà, je crois que l'entreprise, il y a différents niveaux de cleaner dans l'entreprise et lui il offre le package full et je crois que son intitulé c'est que c'est une licorne du ménage. Ah non, c'est trop. Et du coup, il fait voilà, je peux faire le full package si vous voulez, selon le nombre d'heures que vous avez besoin dans la maison et tout. Et Haruta, il est vas-y, on signe. Et Maki fait girl, les problèmes, est-ce que j'ai besoin de te rappeler que cet homme est amoureux de toi quand même? Et le chef qui du coup va venir squatter la baraque, enfin pas squatter, il habite pas là, mais il va s'immiscer dès qu'ils vont être chez eux en train de faire leur petite vie, etc. Il va être là en mode « Ah oui, j'ai préparé ça pour le repas et tout. » Et évidemment, Haruta, qui est un vendu, va être « Oh là là, mais c'est trop bon !» Ce qui va évidemment déclencher la jalousie de Maki. Ah non, c'est un merdier sans nom. Et tout ça sans rajouter les voisins qui viennent mettre une couche de piment en plus. Parce que c'est deux flics undercover qui mènent une enquête et qui vont se retrouver mêlés à notre joyeux trio de joyeux lurons, là. Et t'es en mode, mais non, mais c'est trop. Étant donné qu'en plus, il y a un des deux flics qui va clairement jeter son dévolu sur Haruta parce que il a exactement, c'est le portrait craché de son ex. Et toi, t'es là, mais non. C'est toujours plus. Haruta, il a genre vraiment, il a vécu seul, il a sorti avec personne, genre les 30 premières années de sa vie, arrivé dépasser ça, le Riz. Tout le monde qui était amoureux de lui, genre une dinguerie. Et le gars, il sait pas gérer la situation, il est trop sympa, mais il est trop bête aussi, genre il est teuteux. Et tu vois qu'il essaye de faire de son mieux, mais il essaye vraiment de se sortir de ces vagues qui ne font que le noyer. Et là, en mode, mais par pitié, mais sauvez-moi. Évidemment, Maki, dans son immense mansuétude, et dans tout l'amour qu'il éprouve pour lui, va se battre pour lui. Mais on est encore dans des situations, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour ceux qui ont vu la saison 3, vous savez de quoi je parle. C'est un enchaînement de situations, tu te dis, mais pour de vrai, je veux voyager dans le cerveau des scénaristes. Je veux un aller simple. Parce que c'est du pur éclaté. Mais sans être cringe. Genre, tu regardes et t'es là en mode, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais t'es pas tant surpris dans le sens où c'est l'univers d'Ocean's Love. Donc c'est normal si c'est le bordel. C'est si c'était trop calme qu'il faudrait se poser des questions. Non, vraiment, cette saison 3 revient mettre un rayon de soleil dans nos vies. Genre, c'est un bonheur de revoir Ocean's Love qui a su garder son âme du premier jour avec ses personnages hauts en couleur, ses situations épiques, ses résolutions de dingue. C'est la série que tu mets quand ça va pas,
ou quand ça va et que tu vas continuer à aller bien, tu vois, mais c'est la série que tu mets quand tu dis j'ai envie de passer un bon moment et de penser à rien et de me marrer en fait, à s'en taper les cuisses. Merci Ocean's Love, merci d'exister. The Nipple Talk, c'est un drama taïwanais de 10 épisodes d'environ 25 minutes chacun et genre en vrai c'est v'là court. C'est trop court pour le wholesome content qu'ils nous ont offert. C'est une série genre très très sex positive et genre on adore. Enfin moi je suis en mode on en redemande. Ça tourne autour d'une amitié entre une lesbienne, une hétéro et deux gays et en fait c'est juste parfait pour rebooster le moral des troupes. Genre le moral il skyrocket parce que ça fait plaisir, ça fait du bien. On parle de sexualité de manière décomplexée, les amitiés sont cash, s'il y a des problèmes, on se le dit. C'est vraiment un drama qui est trop sous-coté. Genre, j'ai vu personne en parler et genre, je suis trop triste parce que The Nipple Talk, une révolution, une révolution. Genre, on veut plus de choses comme ça. Genre, parlons cul. Parlons cul, mais pas en mode hihi, oh là là, c'est gênant. Non, parlons cul, genre cash. Disons les termes. Genre, soyons honnêtes. Littéralement, le plot tourne autour de Pony, c'est la pote hétéro du crew. The token heterosexual friend. Et Pony, elle a un podcast où littéralement elle parle de cul. Et en fait, tous les thèmes qu'elle va aborder dans son podcast, c'est-à-dire que ça va être un thème par épisode qui finalement devient le titre de l'épisode de la série. Et on va parler ça durant tout l'épisode. Et en fait, c'est des thématiques très intéressantes de la vraie vie. C'est vraiment slice of life, réalisme au possible. Et genre, c'est vraiment très intéressant parce que, par exemple, il y a un épisode qui va s'intituler... qui va parler du mariage. Et donc, chacun va avoir sa vision du mariage et va expliquer le pourquoi du comment. On va avoir le background, etc. Et je trouve ça très intéressant de se dire, selon les passés, les expériences des gens, ce qu'ils veulent dans la vie, où ils veulent aller, etc., le point de vue sur un même concept est totalement différent et la perception aussi. Il y a un autre épisode sur le fait d'être sissi, dans le sens très efféminé. Et autant Pony... Elle est très féminine, sa pote lesbienne l'est un peu moins, mais elle est en mode ouais, bah, flemme. Et Leslie, enfin, ouais, c'est son surnom. Leslie, c'est un des deux potes gays qui est assez buff, etc. Genre vraiment, il est musclé, etc. Lui, il a un problème avec ça. Je crois qu'en plus, ma puce, il se rend même pas compte qu'il est naturellement sissi dans son comportement et dans sa manière d'agir, son langage corporel. Mais il lutte contre ça d'une certaine manière parce que pour lui, ça apporte une connotation négative et des vues négatives sur les homosexuels, sur les hommes en fait, enfin sur les gays. Et donc il lutte contre ça au point même qu'il il tient un discours un peu méchant envers ceux qui sont sissi et ceux qui sont drag queen en fait, en mode ouais c'est bon, c'est l'abus, genre vous êtes pas obligé d'aller aussi loin, genre c'est cringe un peu. Et toi t'es là en mode ma puce, tu te rends pas compte de qui tu es et de où tu es, parce que littéralement les épisodes quasiment se déroulent dans le bar du quatrième pote de la squad, qui est le gay mais décomplexé as fuck et genre mama best perso. Je l'aime trop ma puce. Et en fait cette personne est très fluide, on va dire, et H24 avec des outfits de zinzin, et donc il a des potes drag queen, etc., qui viennent performer dans le bar. Et quand ils entendent Leslie dire ça, ils sont ma puce, pardon. Genre, de quel droit tu juges les gens, en fait? T'as pas à dire des trucs comme ça. Et en fait, tout l'épisode, c'est Leslie qui va essayer de se remettre en question et se dire, ok, genre, peut-être j'ai mal parlé, etc. Et ses potes qui vont lui dire, gars, t'as abusé en vrai. Essaye d'ouvrir vraiment les œillets que t'as devant les yeux, essaye de voir le monde autrement parce que t'as pas à juger les autres parce que t'as peur d'être jugé. Et vraiment, le drama est plein de messages comme ça. Il parle des ex toxiques, de comment t'as envie de retourner dans leurs bras parce que c'est une vieille habitude et tout. Il est très très cool. Malheureusement, très très court aussi. Genre, please, on méritait plus d'épisodes. Mais il se suffit à lui-même dans le sens où le message, il est porté, le message, il est beau. Même si, réellement, je dis pas non à une saison 2. Quand vous voulez, moi, je suis là. Hein. Falling for My Boss, c'est un drama coréen en réel. Donc, les épisodes là de 2 minutes, on est de retour avec ça. Il y a 31 épisodes, donc ça fait genre 1 heure. C'est tellement regardé rapidement, genre c'est un délire. Et c'est d'une douceur incomparable. J'étais tellement en mode...
Il y a pas de gros problèmes, c'est pas dramatique, c'est juste trop doux. Genre vraiment sur mes notes, j'ai marqué fleuriste, malentendu, trop doux, parce que j'ai tout dit déjà. Je vais quand même débriefer parce que tel est mon travail, mais une douceur, une, une positivité, ah, ça fait plaisir. Le personnage principal est un fleuriste qui a dû réouvrir sa boutique suite à quelques problèmes dans son ancienne boutique où en fait deux employés avaient une relation ensemble mais comment dire, ils étaient tous les deux maqués, ou un des deux était maqué, et donc en fait ça a fait des problèmes en mode ouais, les employés de cette fleuristerie, c'est des gens qui trompent leurs conjoints, il faut pas aller dans cette boutique, etc. Donc littéralement sa clientèle s'est fait la malle et il a dû mettre la clé sous la porte. Donc il réouvre une autre fleuristerie dans un autre coin, etc. Et il a deux employés, genre au top, une petite meuf, un petit gars, et il est là en mode parfait, parfait, tout va bien. Jusqu'au jour où la fille qui travaille là prend un Polaroid des deux autres employés, donc enfin de lui et de l'employé de l'autre gars. Et en fait, elle fait un petit cœur sur le truc blanc en mode hihi, genre je l'aime. Le boss voit la photo, il voit qu'elle est gênée de la photo et qu'elle la cache, tu vois, et il est un peu en mode ok, et puis elle l'a fait tomber par terre, il la récupère, et là il est en mode what? Parce qu'il se voit pas en fait sur la photo, pour lui c'est la photo de son autre employé, et du coup il est là en mode no way, here we go again. Genre ma petite meuf là qui travaille pour moi, elle est amoureuse de mon autre petit gars là, et genre ça va faire des problèmes. Du coup il a déjà le seum, et en fait il voit que les deux s'entendent vraiment genre super bien. Et il se dit non. Non, non, ça va me mettre encore dans la sauce cette histoire. Il faut que je fasse quelque chose et que cette fois-ci, j'essaye de sauver mon business. Et du coup, dès que les deux ils sont un peu ensemble, il appelle le gars en mode ouais, ouais, j'ai besoin de toi pour tel truc et tout, tu peux m'aider. Entre il est ok, ouais, bien sûr, il va l'aider. Dès que il y a besoin de faire un boulot en extérieur, il envoie la meuf parce qu'il essaye de les séparer, pas méchamment, hein, bien sûr. Hein, s'ils sortent ensemble pour de vrai, il va rien dire, mais il essaye de qu'il n'y ait pas trop d'accointance parce qu'il se dit ça va poser des petits soucis par la suite, suite au business, etc. Donc il essaye de les mettre une petite distance entre eux, ce qui n'est pas très bien interprété par son employé qui commence à se dire bizarre. Il envoie la meuf travailler en extérieur, à chaque fois il a besoin de moi alors qu'avant il faisait très bien le truc tout seul. C'est quoi le bail? Et en fait, il tombe sur la photo donc de lui que la petite meuf avait pris avec le cœur en pensant que c'est la photo de son boss et que c'est lui qui a fait la photo et qui a mis le cœur. Et là, malentendu de l'extrême, il se dit que son boss est amoureux de lui, alors que bon, bah, pas du tout, hein. Et il va commencer à être un peu en mode ouais, enfin, Doz, quand même, tu me demandes d'aller venir avec toi, et t'aider en arrière-boutique et tout, enfin, il est pas à l'aise. Mais en fait, le boss, il est vraiment trop pur et trop naïf et trop innocent et trop le cœur sur la main. Et du coup, il est toujours à les aider tous les deux, ses employés. Et en fait, bah, arrive ce qui arrive. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Principalement l'employé parce qu'il se dit ah, il est trop sympa avec moi parce qu'il m'aime et tout. Donc, ok, je vais lui rendre ses sentiments. En plus, il est vraiment gentil, tu vois. Et en fait, l'autre, il est là en mode de quoi? Ce n'est qu'un malentendu, je suis très confus, je suis désolée. C'est pas ma faute, j'ai rien dit. Enfin bon. Et en fait, bon, ben, ceci n'est pas un plot twist, hein, je suis vraiment désolée, mais la petite meuf, l'employée, celui qu'elle prenait en photo, c'était le boss. Parce qu'elle aussi, elle est amoureuse de lui. Mais c'est tellement léger. En fait, c'est ça, c'est le terme. C'est léger, c'est doux, c'est pas prise de tête. Ça se regarde en 30 secondes chrono, là. C'est pour faire une pause entre deux trucs lourds. Genre, regardez Falling for My Boss.